Journée anniversaire en Iran, le pays célèbre les 40 ans de sa révolution islamique, 1979-2019, la rhétorique ne change pas. Le président Rouhani promet l'échec des plans démoniaques des Américains. L'Afrique face à ses défis, le continent tient son sommet à Addis Abeba. Bonne gouvernance, terrorisme, économie, c'est le président Sisi qui devra mener les réformes désormais. Il succède à Paul Kagame, on en parle avec Bruno Darou. Et puis nous irons au Zimbabwe, un mois après les manifestations et la répression, la colère monte chez les opposants. Beaucoup dénoncent les exactions commises par les forces de l'ordre. Reportage à Harare. Bonjour à tous, il y a 40 ans tout juste, l'Iran basculait, la révolution islamique aboutissait, l'anniversaire a été célébré ce matin à Téhéran. Ils étaient des centaines de milliers à s'être déplacés pour venir écouter le président Rouhani. Ethan Hadji. Ils arborent des drapeaux iraniens et des portraits du guide suprême. Des dizaines de milliers de personnes convergent vers la place Azadi à Téhéran pour célébrer les 40 ans de la révolution islamique. Le rituel est le même chaque année. Jeunes et anciens déambulent en scandant des slogans à la gloire de la République islamique et contre les États-Unis et Israël. Nous sommes ici pour montrer à l'ennemi que nous soutenons toujours notre révolution et notre guide. Nous continuerons dans la voie de l'islam. Mais pour les Iraniens, ce 40e anniversaire marquant la chute du Shah intervient dans un contexte économique très difficile. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire en 2018 et le rétablissement des sanctions américaines, l'économie iranienne est entrée en récession. Dans son traditionnel discours, Hassan Rouhani s'en est une nouvelle fois pris à l'ennemi historique en dénonçant un complot voué à l'échec selon le président iranien. Cette année, nous célébrons le 11 février alors que nous sommes confrontés au complot des Américains, des sionistes d'Israël et de certains pays réactionnaires de la région. Ils essayent de faire tomber notre peuple avec leurs pressions et leurs sanctions. En signant l'accord sur le nucléaire en 2015, le régime iranien espérait des retombées commerciales et financières, mais elles ne se sont pas vraiment concrétisées. À l'heure où l'Iran célèbre les 40 ans de sa révolution, le FMI prévoit une chute de 3,6% de son PIB en 2019. Oui, révolution à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Les événements ont créé un bouleversement géopolitique et les effets continuent à se faire sentir aujourd'hui encore. Explication en dessin avec Adèle Gastel. Il y a 40 ans, naissait la République islamique d'Iran. 40 ans de régime théocratique où les religieux ont la même mise sur la politique. L'Iran est un pays chiite. Les grandes puissances soupçonnent le pays de développer un programme nucléaire militaire. Son influence régionale les inquiète aussi. En Irak, surtout après la guerre américaine de 2003. L'Iran inquiète aussi un autre grand pays musulman mais sunnite, l'Arabie saoudite. Elle l'accuse de soutenir les rebelles houthis au Yémen. Au Liban, l'Iran peut compter sur le Hezbollah. Il agit en Syrie aussi pour son compte. C'est aussi l'ennemi d'Israël. Israël peut compter sur son plus grand allié, les États-Unis, pour faire face à l'axe Hezbollah-Iran. Ils ont longtemps appliqué la politique des sanctions contre l'Iran pour l'isoler. C'est lui, le fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, qui a qualifié les États-Unis de grand Satan. Les attaques lancées contre les militaires américains et français au Liban en 1983 marquent un tournant décisif dans les rapports de l'Iran avec les pays occidentaux. Son influence régionale inquiète ses adversaires, mais la République islamique d'Iran peut compter sur le soutien de la Russie. Durant 4 décennies, l'Iran n'a eu de cesse d'entretenir son statut de puissance régionale qui se confirme d'année en année. Dans l'actualité également, l'Afrique se retrouve à Addis Abeba, 32e sommet de l'Union africaine. C'est le grand rendez-vous des dirigeants du continent. Et depuis hier, c'est l'Égypte qui dirige les débats. Bonjour Bruno Darou. Bonjour Julien. Paul Kagame a laissé son fauteuil à Abdel Fattah al-Sisi. Le style va forcément changer. Oui, changement d'homme, changement de style, du moins dans le style de la gouvernance. Et la présidence du sortant, le Rwandais Paul Kagame, a été plutôt salué par ses pairs au bout de 12 mois de présidence, déterminé et volontaire. Eh bien, le dirigeant rwandais a plutôt bien relevé les défis qui avaient été fixés lors du sommet de Kigali en juillet 2016. D'abord, il s'agit de mieux et de plus financer avec des fonds provenant du continent africain l'Union africaine elle-même.
elle-même, et il faut arrêter qu'elle soit financée par des bailleurs occidentaux à hauteur de 80%, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut également mieux définir les champs d'intervention de cette Union africaine, et l'équipe Kagame a proposé de resserrer ces champs autour de 3 domaines: la paix et la sécurité, l'intégration continentale et la diplomatie. Alors des avancées ont déjà été faites. Donc pour le président égyptien, Al-Sisi, qui prend maintenant les rênes de l'Union africaine, eh bien, il faut relever ces défis. Il faut quand même continuer ce qui a été entrepris par Paul Kagame. Il doit aussi convaincre que, en tant que l'un des 5 grands pays du continent africain, eh bien, il ne veut pas utiliser cette présidence pour rehausser le prestige de l'Égypte, convaincre ses pairs que l'Égypte va regarder vers le sud et un peu moins vers l'ouest, un peu moins vers le Moyen-Orient. Et puis il y a aussi son style. Il est considéré, le président Al-Sisi, comme autoritaire, trop autoritaire. Il va devoir apprendre aussi à composer. Alors aujourd'hui, de manière assez symbolique, il s'était placé au premier rang. Donc, bon, disons que pour l'instant, de ce point de vue-là, ça commence pas très bien. Il est au cœur de la photo de famille. Alors, il est au cœur de la photo, voilà. Beaucoup d'experts soulignent les réformes économiques engagées sous Paul Kagame. On retiendra quoi, Bruno ? Les réformes économiques, eh bien d'abord, l'une des idées phares de Paul Kagame, c'était, en utilisant d'ailleurs les méthodes qu'il a mises en œuvre dans son propre pays, le Rwanda, de moderniser et d'autonomiser par rapport au reste du monde, non seulement l'Union africaine, on en a parlé, il y a notamment l'idée que 0,2% des importations hors africaines perçues par chaque membre aille alimenter un fonds pour la paix, pour financer les opérations pour la paix et la sécurité de l'Union africaine. Donc ça, il veut le faire pour l'Union africaine, mais il veut le faire aussi, bien sûr, pour les économies du continent, et notamment par l'adoption de la ZLEC. Alors qu'est-ce que c'est que la ZLEC ? Eh bien, c'est la zone de libre-échange continentale. L'idée, c'est de créer à terme un marché unique de 1,2 milliard d'habitants, ce qui serait évidemment énorme. 52 pays ont signé le projet, 19 l'ont ratifié selon les statuts de l'Union africaine. Il faut qu'il y en ait 22, mais bien sûr, si le projet aboutit à ce sommet à Addis Abeba, ce sera une avancée considérable pour le développement du commerce interafricain. Et puis, Bruno, il y a bien sûr les dossiers diplomatiques. Oui, bien sûr, les dossiers diplomatiques sont très présents, avec des avancées. Il y en a eu tout récemment, les accords de paix en République centrafricaine, où l'Union africaine a joué un rôle important. Il y aura des discussions sur le Sahara occidental au cours de ce sommet. Il y a aussi, il faut le noter d'un point de vue diplomatique, un nouveau venu qui a été très observé. C'est bien sûr le nouveau président de RDC, Félix Tshisekedi. On se souvient des premiers commentaires de l'Union africaine sur son élection qui n'étaient pas vraiment favorables. Et puis le gros dossier aujourd'hui, c'est la Libye. La Libye, pays voisin de l'Égypte. Alors Al-Sisi pousse avec d'autres au sein de l'Union africaine pour que les Africains soient plus associés dans le règlement du conflit. Le message a été passé au négociateur de l'ONU, Hassan Salamé, message en forme un peu de mécontentement. Visiblement, message entendu. On va voir concrètement ce qui va se passer. Une dernière chose, Julien, 2 absents de taille quand même à ce sommet. Le Nigérian Muhammadu Buhari, candidat à sa réélection dans 5 jours. Et puis l'Algérien Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, candidat lui aussi, mais à un 5e mandat. Absence expliquée pour des raisons de santé. Merci beaucoup Bruno. On reste en Afrique avec ce dialogue de sourds au Zimbabwe. L'opposition refuse de négocier avec le gouvernement. Les dernières semaines là-bas ont été sanglantes. On déplore 17 morts, 1500 arrestations. Et de plus en plus d'opposants dénoncent les exactions des forces de l'ordre. Reportage à Harare, Caroline Dumais, Stéphane Carstens. Elles se cachent et les foyers qui les accueillent sont recherchés par la police. Mais les victimes de viols des 3 dernières semaines au Zimbabwe sortent progressivement de leur silence. Le 15 janvier, ils sont venus à 5. Ils avaient des masques noirs, on ne voyait pas leur visage, juste leurs yeux. Ils portaient l'uniforme camouflage de l'armée. L'un d'entre eux m'a violée sans aucune protection. Ils sont entrés chez moi le 18 janvier. Ils cherchaient les opposants du parti MDC, ceux qui lançaient les pierres dans la rue. Ils m'ont demandé où était mon petit ami. Ils voulaient violer ma fille de 13 ans, mais je leur ai demandé de me prendre à sa place. Ils ont mis un couteau sous la gorge de ma fille. Il y avait 3 militaires, un policier et un homme civil. Tous étaient masqués. La jeune mère a été testée séropositive. Le jour où nous l'avons rencontrée, les docteurs lui ont conseillé d'arrêter d'allaiter. Les victimes ont encore la peur au ventre depuis la vague de répression lancée mi-janvier par le gouvernement.
Les organisations des droits de l'homme continuent à comptabiliser les centaines d'abus commis par les forces de sécurité. Viols, passage à tabac, torture, arrestation. Lorsqu'on observe la nature des violations et les schémas, je pense qu'il s'agit d'instaurer la terreur dans les différentes communautés. De cette manière, même après coup, ces communautés seront affectées. Les gens seront terrifiés lorsqu'ils verront des militaires en uniforme. Le gouvernement n'a pas reconnu les viols en série des militaires. Il demande aux victimes de déposer plainte au poste de police. La justice va s'occuper de tous ceux qui ont commis des actes de violence, de ceux qui ont violé, de ceux qui ont pillé, de tous les criminels. La balle est dans les mains du président Mnangagwa, dont l'image se ternit. Son silence face aux exactions de ses soldats laisse penser qu'il ne s'est jamais affranchi de la tutelle de l'armée qui l'a porté au pouvoir. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans 20 minutes, à tout à l'heure.